France, Normandie. Dressé au sommet de la commune des Andelys, Château-Gaillard se repose paisiblement à l'abri de la foule. Son apparence, un ensemble de ruines parsemées, reflète sa longue existence marquée d'événements qui ont forgé à la fois le destin de l'Angleterre et de la France. De son histoire, il ne reste finalement que quelques éléments architecturaux et son passé est encore assez méconnu. Château-Gaillard, entre Royaume de France et Royaume d'Angleterre, revivait les événements qui ont forgé une histoire commune à ces deux pays. Tout au long du XIIe siècle, le territoire de l'actuelle France voit s'affronter deux rois très puissants. D'un côté, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui règne à la fois sur l'Angleterre et la Normandie, face à Philippe Auguste, roi de France, qui règne grossièrement sur l'actuel territoire de France, hormis la Normandie, et une grande partie de l'ouest de la France. La cause de cet affrontement? La Normandie, justement territoire occupé par les Anglais depuis la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Ainsi, le destin du duché de Normandie et du royaume d'Angleterre sont liés. On parle de royaume anglo-normand. S'il y a bien un lieu qui cristallise toutes ces tensions, c'est Château-Gaillard. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour voir comment celui-ci a été construit par Richard Cœur de Lion. Toujours est-il que Richard Cœur de Lion ne pourra pas tester sa solidité puisqu'il va mourir en 1099 sans qu'aucune bataille n'ait eu lieu dans cette forteresse. C'est son fils Jean Santerre qui va hériter du royaume d'Angleterre et du duché de Normandie. À la suite d'une série d'événements, Jean et Philippe Auguste vont entrer en guerre à partir de 1202. Philippe n'a alors qu'une seule idée en tête, reprendre la Normandie. Dès août 1203, Philippe connaît un grand nombre de succès avec les prises de l'île d'Andely, de la Couture, retenez le nom, c'est important, du château de Vaudreuil et de celui de Radepont. Du coup, on peut le voir, la Seine est sécurisée, la navigation est possible et la route vers Rouen est ouverte. Par conséquent, la prise de Château-Gaillard n'est absolument pas quelque chose de nécessaire. Alors pourquoi Philippe s'acharne-t-il à vouloir conquérir ce site? C'est que Château-Gaillard reste un symbole très fort. Château-Gaillard est réputé imprenable, c'est le château de Richard Cœur de Lion, c'est la clé de la victoire dans cette campagne. Philippe veut frapper fort et marquer les esprits par cette bataille. Le siège commence dès 1203. Bataille, pas tellement en fait. Philippe veut faire un blocus autour de la forteresse pour couper les vivres de la garnison et ainsi la forcer à se rendre, sans combattre. Comment est-ce qu'on sait tout cela alors? C'est grâce à l'œuvre de Guillaume le Breton, poète, chroniqueur et biographe du roi, et son œuvre La Philippide. Composé entre 1214 et 1219, l'ouvrage sera remanié et corrigé par son auteur entre 1222 et 1224 à la demande du roi, et cela en passant sous silence certains faits peu glorieux du roi de France. Il convient donc de prendre un petit peu de recul tout de même avec cette œuvre. La garnison à l'intérieur de la forteresse est commandée par Roger de Lacy. Il se dit prêt à résister jusqu'à l'arrivée d'une armée de secours commandée par Jean Santerre. Cette armée sera décomposée en deux, une force terrestre et une force maritime. Le but ici est de tendre une embuscade aux Français, la force maritime devant remonter la Seine à la rame, de l'obscurité, afin de ne pas être repérée et attaquer les Français par derrière. La force terrestre, quant à elle, devait affronter les Français de face, ces derniers étant donc pris en étau. L'attaque terrestre causa beaucoup de dégâts dans l'armée française qui se replia près de la Seine. Cependant, la force maritime ne parvient pas à temps pour prendre les assaillants en tenaille. En effet, remonter la Seine à la rame demande beaucoup d'efforts, d'autant plus qu'ils l'ont effectué à contre-courant. Cela s'est donc révélé beaucoup plus difficile que prévu, d'autant plus que les hommes embarquaient avec eux des vivres visant à ravitailler la garnison de la forteresse, ce qui les a considérablement ralentis. Une contre-attaque des Français remporte la victoire face à l'armée terrestre et la force maritime est accueillie comme il se doit, elle est décimée. C'est un véritable échec pour les Anglais et Jean Santerre prend même la fuite avant la bataille. Face à ce constat, Roger de Lacy chasse les 1200 habitants de la Couture qui avaient trouvé refuge dans la forteresse. La plus grande partie s'échappe sans problème, les assaillants leur laissant le passage, avant que plusieurs centaines d'entre eux soient finalement faits prisonniers par les Français.
Cette scène est représentée notamment dans le tableau Les Bouches inutiles de Tattegrin en 1894, conservé aujourd'hui dans l'hôtel de ville des Andelys. On voit d'ailleurs Château-Gaillard à gauche du tableau. Et c'est devant ce tableau que je tourne depuis tout à l'heure. L'armée française va donc progressivement s'installer autour de la forteresse, utilisant des armes de jet, des archers ou encore du feu grégeois. Un chemin de passage est créé afin qu'on puisse approcher le château en toute sécurité. Finalement, le blocus va être levé et les Français vont profiter des défauts de conception du château. Ils vont d'abord attaquer la grande tour qui domine l'ouvrage avancé, ce qui oblige la garnison à se replier dans le château en lui-même. Enfin, l'entrée des forces françaises dans la basse-cour est assez frappante. En effet, de nombreuses sources relatent le fait que les assaillants seraient rentrés par ici, dans la tour des latrines. Selon la légende, ils auraient forcé une fenêtre pour pouvoir s'engouffrer dans la basse-cour. Cependant, ce n'est pas vraiment la vérité. En effet, les Français seraient rentrés par ce bâtiment, la chapelle construite par Jean Santerre. Les Français seraient rentrés en forçant une fenêtre et ainsi auraient rejoint la basse-cour. Cependant, XIIIe siècle oblige, la religion est omniprésente et au-dessus de tout. Ainsi, les chapelles avaient un caractère inviolable et sacré, ce qui rend cet acte à la limite du sacrilège. C'est donc pour camoufler cela et aussi pour ajouter quelque chose d'amusant, d'un petit peu hors du commun, que l'entrée par les latrines s'est propagée. Une fois dans la chapelle, les assaillants rejoignent la basse-cour et les défenseurs s'enferment dans le donjon. Ce dernier n'est pas très difficile à franchir puisqu'un pont y mène directement. La porte du donjon est détruite et les troupes de Lambert Cadoc, général mercenaire de Philippe Auguste, entrent dans le donjon. La garnison, composée de plus de 150 hommes, se rend le 6 mars 1204. Le siège qui dure depuis maintenant plus de 7 mois est enfin terminé. C'est un symbole fort pour Philippe Auguste. Il a désormais le champ libre pour reconquérir la Normandie et le moral des troupes anglaises est au plus bas par cette prise de Château-Gaillard. Le siège est resté célèbre car c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que la Normandie redevient française, même si elle le redevient officiellement qu'en 1204. Le siège resta donc célèbre, notamment par le tableau de Francis Tattegrin, et quelques éléments de la pop culture s'en sont emparés. C'est notamment le cas du jeu vidéo Stronghold 3 qui vous propose de revivre le siège. Alors on est très éloigné de la réalité puisque le jeu nous propose finalement qu'un assaut de château parmi tant d'autres. Le jeu vidéo oblige, le blocus est oublié afin que le joueur ne s'ennuie pas. Mais le plan de la forteresse est assez fidèle comme on peut le voir. La Normandie redevient française et le territoire de France est plus ou moins unifié. Cependant, cela sera de courte durée puisque la guerre de 100 ans va venir frapper le territoire de France. Château-Gaillard va donc redevenir un lieu important de la lutte entre les deux pays, la France et l'Angleterre.